Bonsoir à tous et bienvenue. À environ 2 semaines de la fin du mercato estival en France, j'ai jugé intéressant de faire une petite vidéo rappelant quelques principes et concepts de ces 15 derniers jours, toujours un peu fous. Alors pour la première fois cet été, le mercato est séquencé, c'est-à-dire que la fenêtre des transferts ne ferme pas le même jour selon les pays. En Angleterre c'est déjà clos, en Italie ça ne va pas tarder, et en France on attendra la fin du mois, le 31 août comme il était de coutume. Ces dernières années, il y avait déjà un décalage, mais ce décalage était souvent de 24 heures, voire 48 heures. Il n'avait pas un aussi gros impact que cet été, c'est-à-dire que les clubs au final ne sont pas logés à la même enseigne. Vous en aviez beaucoup qui attendaient de voir ce qui allait se passer en première ligue avec la fin du mercato anglais, avant de bouger sur certains dossiers. Pourquoi? Parce qu'il y avait des clubs qui avaient encore l'espoir de vendre un joueur au prix le plus fort. Or, le prix le plus fort, vous le trouvez en Angleterre. Même des clubs de deuxième division aujourd'hui ont des budgets supérieurs à des clubs de Ligue 1 et d'autres équipes européennes, je vous explique même pas. Donc déjà, le fait que le mercato anglais fermait bien avant a faussé pour beaucoup de clubs et a retardé le mercato de beaucoup. Mais c'est aussi une excuse un peu facile parce que beaucoup de clubs ne travaillent pas assez bien en amont et n'anticipent pas assez. Alors, ça paraît assez surréaliste ce que je vais dire, parce qu'au final, je suis personne. Même si je connais pas trop mal de monde, je veux dire, je travaille pas pour des clubs, je ne suis... Mais en fait, je ne cesse de m'étonner à quel point chaque été, les clubs font les mêmes erreurs et te disent non, on va arrêter les panic buy, on va arrêter d'être pris en otage les derniers jours. Et tu t'aperçois qu'en fait, mais non, ça continue. Alors, tu as des clubs qui travaillent très bien, en France comme ailleurs. Attends une seconde. Mes excuses. Donc, tu as des clubs qui travaillent super bien. Et donc, les 15 derniers jours pour eux, c'est une des grosses tendances de ce mercato, c'est-à-dire, c'est un mercato d'opportunité. Exemple, l'AS Rome, Nzonzi. C'est un joueur qui est capable de t'apporter une plus-value et qui rentre dans ton portefeuille encore, donc tu vois l'opportunité, tu saisis l'opportunité. Est-ce que tu en as réellement besoin? Oui, parce que c'est toujours un joueur de qualité. Mais est-ce que c'était prévu à la base? Oui et non. C'est-à-dire que quand tu as bien fait ton boulot en théorie, que tu as tout anticipé, que tu as travaillé conjointement entre ton entraîneur, ton directeur sportif, ton directeur de la cellule de recrutement, si tu en as un, tes recruteurs, tes agents de confiance, ton président, ton directeur économique, que tu as fait ça dès le printemps en faisant des listes, en ciblant les profils voulus, c'est-à-dire l'entraîneur souhaite un défenseur central axe gauche capable de relancer. Donc ensuite, c'est dit au directeur sportif dans la réunion, le directeur sportif se réunit avec son directeur de la cellule de recrutement et ses recruteurs, voire passe quelques appels à des agents de confiance pour obtenir ensuite une liste de profils, et ensuite il voit avec l'entraîneur, selon les moyens économiques, etc., pour ensuite essayer de prendre contact avec le joueur, dresser le portrait humain, etc. Ça, c'est en théorie quand un club bosse bien. Alors c'est triste à dire, mais c'est souvent pas en France qu'on bosse comme ça. Une seconde s'il vous plaît, je suis désolé. Tu sens le côté artisanal des vidéos? Et après je donne des leçons au club, putain j'ai aucune honte. Bon bref, c'est pas une leçon que je donne, c'est le modèle comme moi je le vois et comme je l'ai entendu et vu de mes propres yeux, notamment en Espagne, au Portugal et en Italie. Ça se passe souvent comme ça. Alors après en Allemagne je pense que quand même ça bosse pas trop mal. Mais en France c'est vrai que les cellules de recrutement, elles servent à faire joli sur le papier, j'ai l'impression. Tu prends celle de Bordeaux, par exemple. Alors, Ulrich Ramé, j'ai rien contre lui, hein, mais il connaît que le marché français, quasiment. Donc là, c'est assez marrant à Bordeaux, parce qu'en fait, il y a eu un article dans l'équipe, d'ailleurs, on en parlait, c'est-à-dire que l'agent du nouvel entraîneur uruguayen, Gus Poyet, qui est un agent mexicain, je crois, c'est plus ou moins lui le directeur sportif aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut passer par lui, etc. Mais alors, il y a beaucoup d'agents français qui se plaignent, etc. Mais en fait, c'est une hypocrisie totale, parce que depuis des années, en France, on fonctionne beaucoup avec des agents de club, des mecs comme Yvan Lemay, par exemple, Messa Ndiaye un moment donné, Bernès pour d'autres clubs, etc. C'est-à-dire, c'est des mecs qui travaillent, non pas directement avec les joueurs, mais avec le club. C'est-à-dire, le club va dire, j'ai besoin, mettons, je dis n'importe quoi, d'un ailier droit, je cherche un mec assez rapide, etc. Qu'est-ce que tu as? Souvent, cet agent, s'il l'a pas dans ses propres contacts, c'est peut-être un associé qu'il a, ou alors ils vont te dire attends j'ai un copain qui l'a, etc. Ensuite il va essayer de le ramener. Donc c'est souvent quand tu fais comme ça un travail de feignant. Parce que c'est pas le club qui a fait le travail au boulot, c'est on va dire un travail de réseautage. Alors tu peux tomber des bonnes pistes, il n'y a pas de problème. Mais en fait je trouve ça assez marrant que ces mêmes agents français, qui sont quand même pour la plupart très feignants, hein, parce que je rappelle qu'en France on n'a aucun super agent, hein, vraiment. On a des mecs qui réussissent à l'international, hein, mais ça a son carnet d'adresse. Je pense que celui qui a le plus depuis 20 ans, c'est Bruno Satin, qui est le numéro 1. Tu as d'autres personnes qui bossent très bien en France, attention. Hein. Tu as des petits agents qui se donnent pour essayer de survivre de leur métier. Tu as des personnes d'autres qui bossent très bien de manière droite. Tu as vraiment des bonnes personnes en France. Tu as des intermédiaires aussi qui sont très bien. Mais tu as quand même une garde. Bon, je te donne un exemple tout bête, mais c'était à la FIFA que ça se passait. C'était il y a quelques mois, il y avait des agents très sur le volet d'un peu tous les pays, afin d'essayer de réguler un peu le marché, de bien, enfin voilà tout ça.
Et il y avait un agent français qui s'appelait Stéphane Canard, je crois, qui est un mec important en plus, hein, qui n'est pas une mauvaise personne, mais c'est le seul qui avait besoin d'écouteurs parce qu'en fait, tous les autres ils parlaient anglais sauf lui. Et ça, en fait, c'est synonyme quand même d'un peu comment on bosse. C'est-à-dire qu'on est bien renfermé sur nous-mêmes et que souvent, on n'a malheureusement pas tendance à s'ouvrir et à l'international, on ne pèse pas. Et c'est souvent ce qui va causer la perte de ces gens-là à un moment donné. C'est pareil au Brésil, où un mec comme Wagner Ribeiro, qui avait récupéré au tournant des années 2000, après tous les gros joueurs, c'est lui qui était sur Neymar et plein d'autres, et ben Wagner Ribeiro, il parle quasiment pas un mot d'anglais. Ce qui fait que quand tu vas en Europe à un moment donné, si tu parles que le portugais, tu vas heurter à une limite et tu vas avoir besoin de quelqu'un pour t'épauler. Et souvent quelqu'un qui est capable d'aller directement sans intermédiaire et qui donc au final te dépasse parce que tu as besoin de lui, parce que tu n'es pas capable de le gérer tout seul le dossier. Donc là, si tu vas en France, pour revenir à l'exemple de Bordeaux, l'agent de Poyer, en effet, passe quasiment sur tous les dossiers, regarde et tout. Alors, est-ce pire que ce qui se faisait avant? Non. Non. Non, je suis désolé. Est-ce que Bordeaux, ces dernières années, a spécialement brillé par son recrutement inventif? Non. Donc, à partir de là, je dis pas qu'il faut aller chercher des mecs perdus, etc. en disant c'est une pépite, non. Je dis juste qu'il faut une cohérence et une politique sportive claire et définie afin de ne pas être pris de court pendant les 15 derniers jours du mercato qui s'accélère de plus en plus jusqu'au dernier jour où les directeurs sportifs ne dorment quasiment plus, ainsi que les présidents, les comptables, les avocats, les agents et parfois même les joueurs. Et pour éviter cette précipitation qui souvent va induire des panic buys, comme on dit, comme on l'a pu le voir chaque été en première ligue et en deuxième division anglaise, avec des prix bien plus hauts que prévu, parce que vous êtes dans le besoin, vous êtes dans l'urgence, parce que vous n'avez pas anticipé. Néanmoins, on va tempérer. Un panic buy ou une situation qui peut être compliquée n'est pas forcément la faute du club. Je m'explique. Vous avez fait votre boulot en amont, vous avez travaillé avec votre coach, avec tout le monde. Problème, il y a tellement de monde gravitant dans le milieu du foot, des mecs bien, des mecs pas bien, qu'il y a des offres qui peuvent arriver de partout. Il y a un intermédiaire qui contacte le joueur ou l'agent du joueur disant « il y a une offre mirobolante de Turquie de n'importe où ». Le joueur, c'était pas du tout prévu. Et là, le joueur, ça lui prend à la tête, les mecs lui font un lavage de cerveau, mais le club n'est pas forcément au courant. Et là, vous avez avec un joueur titulaire qui arrive et qui veut partir, qui fait la gueule, etc. Qu'est-ce que vous faites si ça arrive les 15 derniers jours? On va dire, ah, le club anticipe pas. Non, non. Des fois, il y a des imprévus. Et il y a souvent des impondérables, c'est pour ça qu'il faut être assez relax et se dire que c'est pas spécialement des boulots faciles. Même si, je vais le répéter, mais en France, on a tendance à vraiment mal bosser. On prend aussi les gens de haut. C'est terrible. Dans le milieu du foot français, t'as quand même les mecs, t'as l'impression qu'on donne des leçons. Alors là, avec le mondial, je t'explique par les clubs, ils pensent qu'aujourd'hui, vu que la valeur du joueur français, c'est vrai, est forte, parce que le joueur français a plein de qualités, évidemment, et bien maintenant, on réclame des sommes pas possibles. Également, pareil pour les clubs, il y a des clubs plus ou moins à vendre en France. Maintenant, on réclame des sommes, mais t'as pas idée. Et c'est comme ça. Mais en même temps, j'ai envie de dire, est-ce que ça n'a pas quelque chose à voir avec un peu notre arrogance, parfois? Là, je suis français, je suis moi-même arrogant, hein, faut quand même pas se le cacher. Mais j'ai quand même un minimum conscience de ce que je vaux, tu vois. C'est-à-dire, si je sais que je vaux 500 € pour faire ce boulot, je vais pas en réclamer 5000, quoi. Et dans le football français, on a souvent ce défaut-là. Les mecs sont très gourmands, et les joueurs, j'en parle même pas. Hein. Les joueurs, maintenant, parce qu'il y a le frère qui veut tant, il y a le cousin qui veut tant. Ah, mais attends. C'est pour ça que quand on met toujours la faute sur les agents, attendez les gars, hein, des fois les joueurs, c'est eux qui font des coups terribles, les entourages, j'en parle pas, les directeurs sportifs, je rappelle que le directeur sportif, s'il te dit, comme un certain club français, hein, on va pas le citer, quand même. Je dirais juste que ça commence par un A. Ou si tu veux signer là-bas, ah bah faut donner une rétrocommission au directeur sportif, sinon tu signes pas. Donc, est-ce l'agent qui est un enfoiré, ou est-ce le directeur sportif? Tu vas me dire, l'agent peut ne pas accepter cette espèce de corruption. Il n'y a pas de problème. Bah, s'il le fait pas, son joueur, bah, il signera pas là-bas. Son joueur va dire, attends, mais comment ça se fait, les autres ils signent, moi j'ai rien, etc. Donc, il peut à la fois perdre le joueur et le directeur sportif, par un agent qui connaît, ces fameux agents de club, comme je vous dis, peut récupérer le joueur. Et toi, l'agent qui a essayé d'être honnête, et bah t'es quoi? T'es baisé. Et ça, en France, t'as aussi certains clubs qui font comme ça. Pas tous. Mais ce club, il commence par un A. Mais bon, c'est tranquille, hein, personne n'en parle. Ce n'est pas grave. Bon, bref, pour les 15 derniers jours du mercato, parce que je me suis un peu égaré, mais en même temps, je fais cette vidéo en improvisation afin de vous donner quelques notions pour vous montrer un peu comment ça marche. Alors évidemment, j'ai pas la science infuse. Hein. Ce que je dis, c'est par connaissance et surtout parce que depuis 6 mois, je suis en plein dedans, soit les agents, les deals, les documents, les contrats, tout ce que vous voulez, les mandats. Donc j'en peux plus. Donc je commence à peu près à voir comment ça marche. Bref, les 15 derniers jours, comme je vous disais, soit il y a la tendance de l'opportunité pour le club, soit il y a l'autre tendance, la panique. C'est-à-dire qu'on a des problèmes. On peut faire comme Lyon cette année. On s'est mis sur quelques dossiers, mais on n'a pas réussi à en ficeler un. Est-ce de ta faute, de la faute des agents, du joueur, du club en face? Des fois ça arrive, t'as pas de bol. Bon, à Lyon, il faut quand même avouer que Florian Maurice, il travaille avec un seul réseau, le sien, point.
C'est vrai que Florent Maurice a ramené des très bons joueurs comme ces dernières années, hein. Des vrais coups, des TT, bon, moi j'aurais dit Darder, Mamana et d'autres, hein. Donc même Diaz, hein, c'est un bon coup, c'est un buteur que, bon voilà, peut-être un peu égoïste, mais qui a l'égoïsme du buteur, je pense qu'aussi c'est important. Alors après, est-ce que c'est en adéquation avec la philosophie du coach, etc. Ou est-ce que vous avez un président qui parfois joue au football manager? Ça c'est encore autre chose. Mais là aujourd'hui, Lyon par exemple, ils sont un peu dans la panade à cause de ça. Ils se sont mis sur des pistes, ça ne s'est pas fait. Et c'est vrai que Lyon, des fois, les pistes sortent un peu du chapeau, souvent par des agents de confiance de Florian Maurice. Et admettons pour d'autres clubs comme Marseille, où on a parlé Balotelli, Raiola, etc., il y a ce qu'on va appeler la pression populaire. La pression afin justement de, comment je peux dire, voilà, vous avez un début de saison, alors ça peut bien se passer, mal se passer, mais si admettons ça se passe mal, ou on vous dit, il n'y a pas de recrue, etc., parce que regardez maintenant, les médias vous mettent dans la tête, ah mais non, mais il faut recruter, on vous donne des noms tout le temps. Et on vous dit, ah mais lui ils ont recruté tant, ils ont mis tant d'argent, etc. Et en fait, ce que là je vais reprocher aux fans un peu lambda qui ne comprend pas, excusez-moi, je vais être arrogant là, c'est horrible ce que je vais dire. Mais là en fait, tu touches le côté très superficiel de certains fans de foot qui pensent que c'est en achetant des joueurs qu'on va être meilleur, juste. Et qu'il faut acheter, quoi qu'il arrive. Et que s'il n'y a pas d'achat, c'est pas bien, t'as vu, ils ont dépensé tant, etc. Et en fait, c'est pas le fan de foot lambda le problème, c'est plus le consumérisme total. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je le vois par exemple dans mon métier, t'as des mecs qui te disent ah mais non, tu comprends, faut que je sois en photo. Il y en a un, il m'a dit ouais mais toi mec, c'est sans doute un fake, il n'y a pas de photo de toi avec des joueurs, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de là. Et souvent les gens qui sont fans de foot, ils disent ça, on n'a pas telle star, on n'a pas dépensé tant d'argent, etc. Mais mec, tu vas pas donner tout ce que tu veux à un joueur, tu vas pas céder à tous les caprices. Et donc souvent ces supporters-là, excusez-moi on va dire, j'ai de la peine pour eux parce qu'ils aiment leur club en fait. C'est juste qu'ils ont peut-être pas les clés, voilà, ils n'ont pas les clés pour essayer de comprendre ce qu'il y a derrière et comment se passe un transfert. C'est-à-dire que plus il y a de la pression populaire, plus les agents vont en jouer. C'est-à-dire qu'ils vont peut-être attendre afin de faire craquer. Parce que le club va devoir céder parce qu'à un moment donné, ça en dépend de l'image du président. On en revient toujours à l'image des gens importants de ce monde. Et même de la nôtre au final. Hein. Qui ne se soucie pas de son image? Le premier qui dit ça, je pense que c'est un menteur. Il suffit de voir le nombre de gens sur Instagram qui bombent le cul afin de croire qu'ils ont abouti ou qu'ils ont des abdos en serrant les... Enfin tu vois, c'est... Toute cette société-là, en fait, toute cette part de la société-là, on la ressent également dans le foot. C'est-à-dire qu'il faut impressionner. Et si ça ne va pas, on n'est pas content. On gueule. Et c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, ça a encore plus d'impact. Et donc aujourd'hui, vous avez des clubs qui regardent tout ce qu'ils disent sur les réseaux sociaux et qui se disent pour leur image, on va des fois faire des achats démagogiques, juste en dépensant de l'argent pour tranquilliser les gens. C'est presque qu'on leur donne du pain, on leur donne de la viande rouge, tiens, regarde, prends ça et t'es content. C'est pas comme ça qu'on construit un club. C'est pas comme ça. Donc c'est pour ça que des fois, il y a du panic buy aussi à la fin, également parce que le coach s'impatiente. Admettons, le coach a pas eu ses recrues parce que vous avez des clubs, ça travaille mal. Et donc le coach n'est pas content parce qu'il n'a pas les recrues. Les fans peuvent gueuler, les résultats commencent moyens, les joueurs des fois peuvent s'impatienter en disant on a fait partir des joueurs, on n'a pas d'autres, donc c'est aussi pour rassurer parfois les joueurs. C'est pour ça que l'équation pour gérer un club elle est super compliquée. Moi je vous donne quelques clés, je les ai vraiment pas toutes, il y a plein de choses qui m'échappent. Alors je veux pas paraître en mode hautain en donnant la leçon aux gens qui disent ah, on n'a pas recruté, etc. Des fois oui en effet, ces gens-là ont raison. Mais en fait il faut essayer de comprendre que le club il est soumis à plein de pression et que la pression dite populaire elle va pas arranger l'équipe et souvent c'est le camp d'en face qui va en profiter. Donc voilà, j'espère que ça vous permet d'y voir un petit peu plus clair, même si bon, c'est pas toujours facile à entendre. Donc je voulais encore une fois, hein, je ne suis pas pour critiquer ces gens qui disent ça, je dis juste qu'il faudrait peut-être qu'ils aient les clés afin de mieux comprendre comment ça se passe et de bien réaliser qu'un mercato ça se fait aussi entre hommes de confiance et qu'à un moment donné, bah, quand vous êtes un peu en panique, vous faites quoi? Vous appelez un agent de confiance, vous appelez des gars qui ont des gros réseaux autrement, en disant bah voilà, faut nous aider. Faut nous aider, on n'a pas le choix, etc. Donc c'est pour ça que des fois tu arrives sur la dernière semaine du mercato où les très gros agents arrivent, ou même des intermédiaires venus de nulle part, parce qu'au final les mecs sont prêts à tout. Et souvent il y a beaucoup d'amateurisme dans les clubs, je trouve, c'est-à-dire que bah, vu qu'ils n'ont pas bien fait le boulot avant, et bah à la fin, en gros, bah, qui peut me sauver le cul? Sachant quand même que le directeur sportif et le président, c'est eux qui ont le pouvoir décisionnel de chèque, donc au final, c'est eux les principaux fautifs. C'est eux les fautifs. Parce que c'est pas les agents qui ont proposé des mecs, c'est parce que les autres avant ils ont mal fait le boulot. Il y a une cause qui entraîne toujours une conséquence. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a permis d'y voir un petit peu plus clair. Et on se retrouve cette semaine, excusez-moi, j'ai pas pu le faire avant, pour le 3e épisode de la série Telenovela Barça. A bientôt. À bientôt.